Maintenant, Sylvie. Sylvie, ça fait quelques années qu'on se connaît. J'allais dire combien, mais je ne le dirai pas. Sylvie, c'est elle qui m'a donné mon premier cours de neuropsychologie à l'Université de Montréal. Puis c'est à cause de ce cours-là que j'ai décidé de faire le doctorat en neuropsy. C'était le cours de neuropsy humaine. Puis ça avait été comme vraiment une révélation. Alors, merci. Sylvie, elle est professeure au département de psychologie à l'Université de Montréal. Elle est titulaire d'affaires de recherche du Canada, puis là, je vais juste lire le titre, en neurosciences cognitives du vieillissement et plasticité cérébrale. Elle est chercheure à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Elle en a déjà été la directrice aussi pendant plusieurs années. Puis, elle dirige le consortium CIMACU, pour l'identification précoce de la maladie d'Alzheimer. Puis Sylvie, non seulement elle a un nombre incalculable de publications scientifiques, mais elle commence aussi à avoir un nombre quasi incalculable de prix et distinctions pour ses contributions en recherche. Entre autres, le prix Adrien Pinard de la Société québécoise pour la recherche en psychologie, le prix de l'Ordre des psychologues du Québec. Elle est aussi membre de l'Académie canadienne des sciences de la santé et elle a un doctorat honorifique de l'Université de Mont, en Belgique et d'autres, un prix de l'ACFAS aussi. Bon, en tout cas, j'en oublie, j'ai plus assez de doigts. C'est ça. Donc, je vais laisser Sylvie vous parler un peu plus de ses travaux. Puis merci beaucoup de venir nous voir. Merci pour l'invitation. C'est vraiment très contente d'être ici. J'ai beaucoup d'amis, des collègues que je respecte et que j'aime beaucoup dans votre département, dans votre université. Et donc, c'est vraiment un grand plaisir d'être ici. Et je salue aussi les collègues qui sont en virtuel cet après-midi. Alors, mon titre est terrible. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait un titre long comme ça. Peut-être pour tester votre mémoire de travail, que sais-je. Mais en tout cas, on va parler un peu de réserve cognitive, neuroprotection, intervention dans le prodrome de la maladie d'Alzheimer et le vieillissement. Juste une slide pour mes conflits d'intérêts ou communauté d'intérêts, si on veut. Alors, d'abord, un petit... Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien l'histoire ici et je pense que c'est important de se le rappeler que c'est pas d'hier que les gens veulent améliorer leur capacité cognitive. Et cet article de Katz, que je vous invite à aller voir si ça vous intéresse, superbe article qui nous rappelle que l'intérêt, entre autres, par exemple, pour l'amélioration des capacités mentales, l'amélioration de la mémoire remonte à l'Antiquité. On sait que les procédés mnémotechniques qu'on utilise encore aujourd'hui sont des procédés qui datent de très, très longtemps. Mais il cite cet article ou une série d'articles intéressants ou de livres, de programmes qui datent de la fin du 19e, début du 20e siècle, où on a développé des programmes structurés pour améliorer la cognition, pour entraîner les fonctions mentales. Surtout, ça s'adressait surtout à des enfants. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'il y avait des publications qui étaient intrigués par les mêmes questions qu'on se pose aujourd'hui, avec les mêmes types de controverses, est-ce que ça transfère ou pas, qui répond, etc. Donc, des questions quand même, somme toute, assez proches de ce sur quoi on travaille encore maintenant, mais c'est sûr qu'il y a eu énormément de développement. Malgré ce développement-là, il y a quand même pas mal de questions qui demeurent en suspens, puis j'espère que dans cette conférence, je vais vous donner quelques cues, indices pour là où on voudrait aller pour les années futures. Alors, le vieillissement, moi, je le vois un peu comme le théâtre, si on veut, d'une espèce de combat entre des forces positives et des forces négatives. Les forces négatives, ce sont tous les changements qui s'observent au cours du vieillissement, la neurodégénérescence, l'accumulation d'amyloïdes, l'inflammation, les atteintes neurovasculaires. Donc, évidemment, il y a beaucoup de chercheurs qui vont tenter de réduire l'impact, la présence de ces forces, on va dire, négatives. En même temps, il y a des forces positives et c'est assez récent qu'on s'intéresse à ces forces positives que sont la réserve cognitive, la neuroprotection, qui sont associées à des facteurs qu'on peut modifier comme individu et comme société, comme l'éducation, les métiers, les loisirs stimulants, mais aussi l'activité physique, le sommeil, etc. Et les interventions cognitives qui sont
à mon avis, c'est un outil vraiment assez puissant pour aller observer ou mieux comprendre ces facteurs de neuroprotection. Alors, les interventions cognitives peuvent avoir un impact, évidemment, en réduisant l'impact du vieillissement ou des maladies neurodégénératives sur le fonctionnement quotidien. Donc, ça donne des stratégies, des outils aux aînés pour mieux fonctionner dans leur vie. Mais elles peuvent aussi avoir un effet sur le cerveau, modifier le cerveau. Et en modifiant le cerveau, elles peuvent contribuer à créer ou augmenter une réserve cognitive, dont on va parler un petit peu tout à l'heure. Et enfin, les interventions cognitives représentent une espèce de modèle expérimental assez intéressant pour comprendre les processus de compensation de réserve et de plasticité. Pourquoi? Parce que on peut contrôler ce que la personne va recevoir, ce qu'on ne fait pas quand on regarde l'effet de l'éducation, par exemple, ou des métiers stimulants ou de l'activité physique que les gens ont fait tout au long de leur vie. Donc, on peut manipuler la dose, on peut manipuler qui va avoir, qui ne va pas avoir. Donc, c'est un modèle expérimental qui est extrêmement intéressant. Alors, cet après-midi, je vais aborder principalement l'efficacité et la durabilité des interventions chez les âgés normaux et chez les gens avec un trouble cognitif léger. Essayez de voir un petit peu quels sont les ingrédients actifs. Est-ce qu'il y a transfert? Qu'est-ce qu'on entend par transfert? Quels sont les effets sur le cerveau? Est-ce que ces interventions contribuent à la réserve? Et enfin, très rapidement, comment on peut amener ces interventions vers l'utilisateur? Alors, qu'est-ce qu'on entend par ces interventions? De quoi je vais parler aujourd'hui? Il y a Linda Clare qui a proposé 3 grands types d'interventions. Et si vous êtes en neuropsy, probablement que on vous a parlé de ces 3 grands types d'interventions. Les interventions qu'on va appeler des entraînements cognitifs sont des interventions qui sont structurées et qui visent à améliorer ou optimiser une ou des composantes cognitives. Donc ici, on s'intéresse vraiment à la cognition avec des enseignements, des exercices particuliers. La stimulation cognitive, quant à elle, est une approche plus globale. Donc ici, on va viser autant la cognition que le bien-être de la personne, la communication avec les proches, etc. Donc beaucoup plus global, beaucoup plus holistique, si on veut. Et souvent, on va avoir des approches liées au loisir, à la musique, l'orientation à la réalité, etc. Et enfin, la réadaptation cognitive, c'est une approche qui est axée sur le symptôme. Donc, on va identifier un symptôme qui pose problème pour la personne, pour son entourage, et on va travailler là-dessus de façon bien spécifique. Donc, vous voyez que l'approche est en fait très différente. Puis, on pourra en parler si vous avez des questions, mais on va avoir une approche différente en fonction de à qui on s'adresse aussi. Moi, je vais surtout vous parler d'entraînement cognitif aujourd'hui. Je vais un petit peu aborder les 2 autres approches, mais on va axer sur l'entraînement cognitif. Alors, 2 approches d'entraînement cognitif aussi, parce que je trouve que, bon, il faut un peu s'entendre sur ce dont on parle, et c'est bien des fois de structurer les choses, de les définir. Alors, 2 approches d'entraînement cognitif. Une approche qui va être axée sur les stratégies. Alors, quand on examine la littérature en entraînement, c'est vraiment ces 2 approches d'entraînement qui sont les plus fréquentes. Donc, une approche axée sur les stratégies et dans un contexte d'intervention, ce à quoi on réfère, ce sont des méthodes qui sont des méthodes alternatives ou différentes, si on veut, délibérées pour réaliser une tâche. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il faut apprendre à la personne de façon explicite comment on utilise cette stratégie, quand on l'utilise, quand il vaut mieux pas l'utiliser. Donc, il y a un certain entraînement métacognitif. Et c'est compensatoire le plus souvent, c'est-à-dire qu'on va enseigner des méthodes qui vont reposer sur les stratégies, sur les capacités préservées pour compenser les atteintes. L'approche axée sur les processus est différente. Ici, ce qu'on va faire souvent, le plus souvent, c'est de la pratique répétée, quasi musculaire, si on veut, d'une tâche. Donc, on va souvent augmenter un peu le niveau de difficulté. Donc, on fait une tâche de mémoire de travail de façon répétée en augmentant la charge, par exemple. Et l'idée, ce qui est sous-jacent à cette approche-là, c'est qu'en faisant ça, on améliore le mécanisme fondamental qui sous-tend la tâche qu'on pratique. Donc, si, par exemple, on fait une pratique de mémoire de travail,
On pense qu'on améliore le processus de mise à jour et qu'ensuite, ça va se généraliser à tout un ensemble d'autres tâches parce que ce qu'on a amélioré, c'est un processus cognitif fondamental. Donc ici, c'est une approche qui est restaurative. On va axer sur ce qui est touché, évidemment. Donc, si on entraîne la mémoire de travail, c'est parce qu'on assume que c'est la mémoire de travail qui est atteinte dans notre population particulière. Alors, vous avez ici différentes approches axées sur les stratégies. Vous voyez que beaucoup de celles-ci vont s'intéresser à la mémoire épisodique, raisonnement, mémoire prospective, dont le travail qu'a fait, entre autres, Isabelle Rouleau et Sven Joubert, mais aussi le multitâche. L'approche axée sur les processus, elle est beaucoup plus utilisée pour la mémoire de travail, pour la vitesse de traitement, l'inhibition, non plus, comme vous voyez, plus les fonctions exécutives. Et aujourd'hui, je vais vous parler davantage de la mémoire épisodique et du multitâche. Alors, commençons peut-être par vous rappeler une étude, je dirais qu'une étude modèle. Ce n'est pas la première étude sur les entraînements, évidemment, mais c'est l'étude, je dirais, la plus solide parce que c'est un grand essai randomisé à simple aveugle. Les gens, il y avait plus de 2800 individus âgés, des gens qui étaient autonomes, qui vivaient dans la communauté, et ils étaient randomisés à 3 interventions, soit mémoire, soit raisonnement, soit vitesse. Donc, les 2 premiers étaient vraiment plus stratégiques. La 3e intervention était plus un entraînement axé sur les processus de répétition, une tâche de recherche visuelle. Et il y avait un groupe contrôle sans contact, c'est-à-dire qu'il ne faisait rien. L'intervention était assez courte, hein? C'était une douzaine de séances, quelque chose comme ça. Donc, et il y a eu un très, très long suivi sur 10 ans. Et ce qui est vraiment remarquable dans cette étude-là, bon, ce qui est intéressant, ce qu'il faut souligner, c'est que chaque étude, chaque bras d'intervention est le contrôle de l'autre. Donc, la mémoire peut être vue comme une intervention qui est contrôle pour l'entraînement en raisonnement. On devrait avoir une amélioration de mémoire dans le groupe mémoire, mais pas d'amélioration au niveau des tâches de raisonnement ou des tâches de vitesse de traitement, et l'inverse pour les autres interventions. Donc, chaque intervention est un peu un contrôle pour l'autre intervention, si on veut. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont intéressés à l'impact sur les activités de vie de tous les jours, et vous les avez ici pour les 3 types d'interventions. Donc, non, ça ici, excusez-moi, c'est plus tard. Ici, vous avez les effets sur les tâches cibles, si on veut. Donc, ici, ce que ça nous dit essentiellement, c'est que dans le groupe raisonnement, il y a eu une augmentation de la performance sur le score de raisonnement qui est significatif par rapport aux 3 autres et qui se maintient sur 10 ans. Et ça, c'est assez remarquable, impressionnant, n'est-ce pas? Même chose ici pour l'entraînement en vitesse, amélioration sur les scores de vitesse. Vous avez ici après 1 an, après 3 ans, après 3 ans, après 5 ans, après 10 ans. Donc, on voit combien chaque groupe se dissocie de façon remarquable des autres groupes sur les tâches pour lesquelles ils ont été entraînés. On a la même chose pour la mémoire ici en haut. Donc, on a un effet qui est vraiment solide et qui est durable. Et ça a été, je dirais, ça a vraiment révolutionné le domaine. Alors ça, c'était chez des âgés normaux. Qu'en est-il des troubles cognitifs légers? Nous, on a beaucoup fait de travail avec des personnes qui ont un trouble cognitif léger. Vous savez, ce sont des gens qui ont une plainte de mémoire et ils commencent à avoir un petit peu de difficulté au niveau cognitif. Et quand on les suit, ces gens-là ont plus de risques de progresser vers une démence, un trouble neurocognitif majeur. Donc, ce sont des gens qui sont probablement dans le prodrome de la maladie d'Alzheimer, pour beaucoup d'entre eux. Donc, on a fait quand même pas mal de travaux avec le programme MEMO. Le programme MEMO, c'est un programme qu'on a construit avec Brigitte Gilbert, avec Sophie Fontaine, pour vraiment être adapté au profil des personnes avec un trouble cognitif léger, mais aussi avec un objectif de transfert, parce que c'est un programme qui est vraiment un programme axé sur les stratégies. On enseigne des stratégies aux personnes qui ont un trouble cognitif léger. Pourquoi on enseigne des stratégies? Parce que ce sont des gens qui ont peu d'impact fonctionnel, donc
travailler sur les atteintes fonctionnelles, ça n'aurait pas de sens pour eux. Mais on peut leur donner une espèce de boîte à outils qui va faire qu'après, ils peuvent l'utiliser, pourront utiliser ces stratégies dans d'autres contextes, dans différents contextes, puis au fur et à mesure qu'ils vont progresser vers des atteintes plus sévères, on leur a fourni, si on veut, ces stratégies qu'ils vont pouvoir utiliser plus tard. Donc, ils sont encore capables d'apprendre et ça, c'est susceptible d'avoir un bénéfice à très long terme. Donc, ce sont des stratégies de mémoire bien connues. On n'a rien inventé, là, mais ce sont vraiment des stratégies que les aînés n'utilisent pas spontanément. Le programme est assez court, 8 séances de 2 heures avec des boosters après quelques semaines. C'est donné en petits groupes, 4 à 5 personnes. Pourquoi? Parce que la littérature nous montre que les personnes âgées bénéficient de cette espèce d'effet social, de support social, de comparaison, qui fait que ça les motive d'être en petit groupe. Mais en même temps, être un petit groupe, c'est bien parce qu'on est capable de porter attention à chaque individu. C'est comme un peu de l'individuel en groupe, si on veut. Beaucoup de stratégies pour favoriser l'auto-efficacité. Vous savez ce que c'est l'auto-efficacité? C'est le sentiment qu'on a un certain contrôle sur sa cognition, qu'on est capable de changer, qu'on est capable d'apprendre des nouvelles choses, que notre mémoire ne s'effondre pas parce qu'on est vieux. Hein? Donc ça, c'est très important de transmettre ce message-là dans des interventions de ce type. Donc, vous voyez ici les stratégies qu'on a intégrées pour favoriser l'auto-efficacité. Et beaucoup d'instructions aussi et d'exercices pour favoriser le transfert dans la vie quotidienne. Les gens ont des exercices qu'ils ramènent à la maison et on va leur enseigner pas juste les stratégies, appliquer bien les stratégies, mais aussi quand est-ce que vaut mieux utiliser une telle stratégie plutôt qu'une autre. Alors, voilà ce que ça comprend. Comme vous voyez, c'est des stratégies bien connues, des stratégies qui reposent sur l'imagerie, faire une image avec les choses qu'on veut mémoriser, entre autres, la méthode des lieux où on va utiliser un chemin connu. Moi, je l'utilise beaucoup d'ailleurs, ça marche très bien, je peux vous dire. Mais on va utiliser un chemin connu, puis on va associer à des lieux particuliers dans notre maison, dans notre appartement, associer des choses qu'on veut faire ou des noms de personnes ou des personnes qu'on veut rencontrer ou des choses qu'on veut acheter, etc. C'est beaucoup de méthodes de mémoire prospective d'ailleurs, ceux qui s'intéressent à ça. Et on utilise aussi l'association nom-visage, donc dans laquelle on va utiliser l'imagerie mentale pour se souvenir du nom d'une personne, comme par exemple ici, on pourrait utiliser pas la calvitie, plutôt le petit truc là. Se souvenir que c'est M. Deschamps. Deschamps. Donc, on trouve un petit trait particulier et on l'associe avec son nom, M. Deschamps. Je suis sûre que vous allez vous souvenir de son nom plus tard. Donc, voilà, ça, c'est un peu notre intervention. On l'a testé dans un essai contrôlé randomisé. Ça veut dire que les gens vont être randomisés au hasard dans 3 conditions. Soit un entraînement de mémoire que je viens de vous décrire, ou alors une intervention psychosociale, je vous en parle dans 2 minutes. Pas une intervention psychosociale, c'est parce que les personnes avec un trouble cognitif léger sont inquiètes, hein. Ça va pas bien. Donc, il y a une certaine forme d'anxiété, de dépression. Donc, on voulait voir si justement de les outiller avec des stratégies pour favoriser leur bien-être, ça allait avoir un effet sur leurs symptômes d'anxiété et de dépression. Et en même temps, c'est un contrôle actif parce que c'est en tout point semblable à l'entraînement cognitif, mais c'est psychosocial plutôt que cognitif. Et puis, un groupe en liste d'attente, c'est-à-dire qu'il ne faisait rien pendant l'intervention, pendant le temps de l'étude. Alors, 145 personnes, environ 16 heures d'entraînement. On les a testés à différents moments. Ça, c'est l'intervention. Pour ceux que ça intéresse, là, l'intervention psychosociale, c'est basé sur l'approche cognitivo-comportementale. On l'a fait avec Dr. Ouellette de Laval, Sébastien Grenier, Francine Ducharme à l'Université de Montréal. Puis essentiellement, c'est
conçus pour améliorer le bien-être, prévenir la détresse, donc de l'entraînement axé sur les solutions, de la restructuration cognitive, gérer le stress, etc. Vous connaissez ce type d'approches qui sont bien importantes et qui fonctionnent bien. Vous avez ici les résultats sur les mesures principales, donc les mesures cognitives, qui étaient les mesures qu'on pensait allaient être modifiées par l'intervention cognitive, et les mesures psychosociales. Et vous voyez tout de suite, c'est clair, que les gens qui ont été randomisés dans la condition entraînement cognitif ont une amélioration de leur mémoire. Mais là où c'est significatif dans cette analyse-là, c'est sur le rappel différé, ce qui est bien parce que c'est vraiment une mesure qui est sensible à la progression vers l'Alzheimer, vers la démence plutôt. Donc, ils ont un bénéfice après l'intervention et le bénéfice se maintient 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, alors qu'il n'y a rien qui se passe chez les personnes qui ont été dans les 2 autres conditions d'intervention. Et malheureusement, on n'a aucun effet sur les symptômes dépressifs, anxiété, bien-être, autant sur le groupe qui a eu l'intervention psychosociale, qu'on aurait peut-être espéré avoir quelque chose, que sur le groupe avec l'entraînement cognitif. Donc, c'est bien parce que ça montre que l'entraînement cognitif, l'amélioration qu'on observe est vraiment quelque chose qui est spécifique à notre entraînement cognitif, mais ça ne va pas se généraliser au bien-être. Mais les scores sont déjà normaux à la base. C'est ça. Alors, évidemment, le problème qu'on a, c'est que les gens sont assez normaux à la base. Donc, avec Sébastien, j'essaye de les motiver à aller chercher le groupe, parce qu'il y en a quand même qui sont un peu plus anxieux. Est-ce que eux en bénéficieraient? Parce que c'est sûr qu'on ne peut pas baisser à partir de 4, c'est comme on est un peu planché. Il y a ça. Il y a aussi que, ce qu'on a observé dans d'autres études, dans un peu des pilotes, c'est que les gens, ils viennent pour des interventions cognitives. Fait que quand ils sont randomisés dans la condition, on a beau dire, on essaie quand même de ne pas donner l'impression qu'ils sont randomisés à la mauvaise condition, là. Mais on avait quand même observé une certaine détresse dans certains cas, quand ils sont randomisés dans la condition d'intervention psychosociale. Fait que peut-être qu'il y a ça aussi, c'est que ça ne répond pas nécessairement à leurs besoins immédiats. Pas ce qu'ils veulent pour l'instant. Ils veulent des stratégies de mémoire, c'est la mémoire qui les inquiète. Alors, les données 5 ans plus tard, on a été chercher, on n'a pas tout le groupe malheureusement parce que c'était un peu a posteriori là, qu'on a fait ça. On a été allé voir si l'effet se maintenait 5 ans plus tard et l'effet est bel et bien maintenu sur la mémoire épisodique différée après 5 ans. C'est-à-dire que le groupe, on voit que tout le monde baisse un petit peu, incluant le groupe qui a eu l'intervention cognitive. Comme ils partent d'un peu plus haut, ils se retrouvent quand même encore supérieur au groupe contrôle 5 ans plus tard. Et ça, c'est assez impressionnant aussi. On s'est aussi intéressé à la multitâche, aux multitâches chez les personnes avec troubles cognitifs légers et personnes âgées normales, parce qu'on sait que c'est un problème que les personnes avec un trouble cognitif léger et les personnes âgées normales ont du mal à gérer les doubles tâches et à gérer les priorités dans la double tâche. Et nous, on a beaucoup d'intérêt pour les conditions d'entraînement en priorité variable. Alors, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux gens de faire 2 choses en même temps. Donc, ici, on résout une petite équation alphanumérique. Est-ce que 2 items après B, c'est bien D? La réponse est oui. Et en même temps, ici, cette ligne-là, elle va devenir rouge de temps en temps, puis il faut le détecter. Donc, pas en double tâche, mais l'entraînement en priorité variable, et d'ailleurs, Louis Bérard a fait beaucoup ça, donc peut-être vous êtes au courant de cet entraînement-là, parce qu'il a été à l'UQAM un petit bout de temps. Mais c'est une condition dans laquelle on va demander aux gens de varier leur priorité attentionnelle en 2 tâches, donc par exemple, entre ces 2 tâches, c'est-à-dire parfois de mettre un petit peu plus d'attention sur cette tâche-là, comme ici, et moins sur la tâche de détection de barre, et parfois de mettre un peu plus d'attention sur la détection de barre par rapport à l'alphanumérique. Donc ça,
beaucoup d'études ont montré que c'était très fort pour améliorer les capacités de contrôle attentionnel parce que la personne réalise qu'elle a un contrôle sur ses priorités attentionnelles, elle apprend à jouer un peu avec son attention et c'est vraiment très, très efficace. Puis, je veux dire, c'est comme, je vous mets dans une situation de vie de tous les jours, vous êtes en train de conduire votre voiture, vous êtes avec votre copain ou copine, vous discutez de réserve cognitive, c'est compliqué et tout va bien, vous êtes capable de faire les deux en même temps parce qu'il n'y a pas trop de trafic, mais tout à coup, vous arrivez sur le métropolitain, puis là, on sait que c'est toujours plein de trafic sur le métropolitain. Là, vous faites quoi? Ben, vous allez spontanément modifier votre priorité attentionnelle parce qu'il faut que vous priorisiez votre conduite parce que là, les gens freinent brusquement, se dépassent, etc. Et là, la conversation va être beaucoup moins brillante parce que vous avez mis plus de votre attention sur la conduite. Mais on fait ça tout le temps dans la vraie vie. On le fait bien. Mais les personnes âgées ont plus de mal à le faire. Donc ici, l'idée, c'est de les aider à moduler de façon appropriée, selon les demandes externes, puis là, les demandes externes, c'est l'examinateur, de moduler sa priorité attentionnelle. On va comparer ça avec d'autres conditions, par exemple, juste faire de façon répétitive une tâche d'attention divisée ou juste chacune des tâches de façon focalisée. Puis on va regarder l'effet. Est-ce qu'on observe? Je vais aller vite dans ce graphique-là, mais essentiellement, chez les personnes âgées, quand ils sont en condition, quand ils ont reçu un entraînement en priorité variable, ils ont une diminution de leur coût attentionnel. Ça, c'est le coût attentionnel. Donc, ils ont une diminution de leur coût attentionnel et ils sont plus capables de répondre à des demandes qui sont de prioriser l'une ou l'autre des tâches. Et c'est la même chose chez les MCI. Ici, on l'a évalué chez un petit groupe de personnes avec troubles cognitifs légers exécutifs, c'est-à-dire des gens où on s'est vraiment assuré qu'ils avaient un problème exécutif. Et en priorité variable, on voit que ça, c'est l'amélioration du coût associé à la double tâche et ils ont une meilleure priorité, une meilleure capacité à faire les deux tâches à la fois. OK. Donc, nos études montrent que l'entraînement cognitif, ça marche et on n'est pas les seuls. Ça, c'est une méta-analyse des entraînements cognitifs chez des âgés sans troubles cognitifs. Vous savez lire ce type de graphique, certainement. Ce qui est à droite du 0, ça favorise, c'est quand l'étude est en faveur de la condition d'entraînement. Ce qui est à gauche du 0, c'est quand l'étude montre des résultats en défaveur ou en faveur du contrôle. Puis évidemment, quand ça va sur le 0, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de différence. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en général, toutes les études sont globalement à droite. Et quand on regarde la moyenne, c'est une moyenne positive, un effet globalement significatif avec une taille d'effet faible à modérée, mais qui est clairement qui est là. Ça, c'était chez les âgés normaux, des entraînements en ordinateur, par ordinateur. Ici, ce sont des entraînements plus divers chez des personnes avec troubles cognitifs légers. Donc, on voit le même effet. Je dirais que même la taille d'effet est un peu plus importante. C'est-à-dire que, de façon globale, les études montrent qu'on peut bel et bien améliorer la cognition de ces personnes. Rapidement, quel est l'ingrédient actif de tout ça? Parce que il y a tout le monde arrive avec un peu son intervention, elles vont différer beaucoup d'une intervention à l'autre. Alors, c'est sûr que ce qui est bien, comme chercheur, ce serait et pour aussi renseigner les cliniciens sur ce qui agit et ce qui n'agit pas. Là, je ne veux pas vous faire peur, mais c'est une méta-analyse de Amit Lampit, des gens de l'Australie. Très, très beau travail, ça vous intéresse. Ils ont fait des méta-régressions, donc ils ont justement profité du fait que toutes les études, différentes études, différents paramètres pour essayer de voir est-ce qu'on peut aller voir quels sont les paramètres qui favorisent des effets d'intervention. Puis, ce que je trouve intéressant, juste souligner un petit peu que ça, c'est des études, c'est la même étude que tout à l'heure, c'est des entraînements
par ordinateur, mais malgré le fait que c'est par ordinateur, on peut les faire en petits groupes. Les gens viennent dans le labo, puis sont en petits groupes, ou on peut les faire à la maison. Ce qu'ils ont observé, c'est que de façon globale, c'est mieux de les faire en petits groupes. Encore une fois, ça revient à cette notion que l'effet social, l'effet de se comparer positivement, bon, c'est important dans le vieillissement. Et aussi, ce que je trouve intéressant, c'est une espèce d'effet en U inversé, je vais y revenir tout à l'heure, mais c'est-à-dire que si on regarde, par exemple, les fréquences par semaine, il ne faut pas en faire trop. À un moment donné, ça a un effet quasiment, ça annule l'effet si on fait trop de séances par semaine. Donc, par exemple, idéalement 2-3 séances par semaine, mais quand on va au-delà de 3 séances par semaine, on n'a plus d'effet. Donc, je trouvais ça intéressant aussi pour nous sensibiliser aussi au fait qu'il faut adapter. Ce n'est pas nécessairement plus qui est meilleur. Et là, c'est une transition avec mon prochain segment qui est des modèles de réponse, dose-réponse. Je me suis beaucoup intéressée récemment à essayer de comprendre mieux la relation entre la dose et la réponse aux interventions. La dose est très, très utile, c'est il y a beaucoup de travaux de recherche dans les études pharmacologiques. Hein. Les études pharmacologiques vont s'intéresser à savoir c'est quoi la dose optimale. Évidemment, on veut bien doser. On veut donner le médicament qui a le meilleur effet. On ne s'y intéresse pas beaucoup dans les études non pharmacologiques. Or, c'est important de savoir quand est-ce que la dose commence à être thérapeutique. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de surdoser, de donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de doses? Quand est-ce que ça ne sert plus à rien de donner une dose supplémentaire? Est-ce qu'il y a certaines personnes qui vont bénéficier plus d'une plus grande dose aussi? Peut-être que certaines personnes vont avoir intérêt à avoir plus de doses. Et nous, on a fait ça avec les données de l'étude MAPT. C'est une étude française, donc on a utilisé les données d'MAPT avec 4 conditions d'intervention. C'est une étude multidomaine. Mais donc, il y a des gens qui recevaient juste de l'oméga 3 puis du placebo. On n'a pas regardé ça, évidemment, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'est l'intervention multidomaine. Quelle est la bonne dose? Et l'intervention multidomaine, c'était de l'entraînement de mémoire, comme mes mots, dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais aussi un entraînement en raisonnement qui est lui d'active, et des directives en matière d'activité physique et de nutrition. Il n'y avait pas comme tel là, de l'activité physique où on va dans un gym. C'est vraiment plus que les gens, on leur donnait des directives, on les coachait un peu avec ça. Et donc, je suis allée extraire les 749 personnes qui ont eu une intervention et je regardais leur dose parce que dans des grandes études comme ça, là, les gens, ils ne vont pas dans toutes les interventions. Ils se dosent eux-mêmes. C'est pragmatique, hein? C'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Donc, ça peut nous fournir un outil, si on veut, pour aller voir la dose, parce que si on mesurait ça expérimentalement, ce serait un design très, très compliqué. Donc, ici, les nombres de séances variaient entre 1 et 28 séances. Et on a regardé comment on pouvait modéliser la dose reçue par les individus en fonction de l'efficacité de l'intervention. Et essentiellement, ce qu'on a observé, c'est que oui, c'est vrai qu'on a cet effet au début, plus la dose augmente et mieux c'est, mais jusqu'à un certain point. Et ça vient assez rapidement, en fait. Hein? Quand on regarde les doses optimales, quand on examine, par exemple, la cognition globale, la mémoire différée, l'affluence verbale, la dose optimale, c'est bien moins que la dose maximale qu'ils auraient pu avoir. La dose optimale, c'est à peu près entre 12 et 14. Donc, des fois, on a un petit rebic ici, là. Mais ça vaut-tu la peine de continuer comme ça pour ce petit rebic-là? Peut-être pas. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que ça nous montre finalement que ce n'est pas vrai que plus est nécessairement mieux, qu'il y a vraiment des doses optimales qu'on peut observer. On a regardé l'effet en lien avec les caractéristiques individuelles des personnes. C'est sûr que les moins éduqués, les plus fragiles,
avaient l'air de bénéficier d'une plus grande dose. Donc, peut-être qu'il faut leur donner un petit peu plus de dose à ces gens-là. Mais ce n'était pas du tout de l'ordre de 28 séances. On passait peut-être de 12-14 à 16-18. Mais ils bénéficient d'un petit peu plus de doses, mais pas au point de dire on oblige tout le monde à prendre 28 doses. Donc, ça, c'est intéressant. Ça nous indique qu'il faut mieux comprendre l'effet de dose de nos modèles. Alors, maintenant, on s'est aussi intéressé, je vais aussi m'intéresser à cette partie de ma présentation au transfert. On va regarder un petit peu, bon, le transfert, c'est un grand enjeu dans les études d'intervention parce qu'on nous reproche qu'il n'y a pas assez de transfert. Les gens vont pratiquer, vont être super bons dans la tâche, mais après, ça ne transfère pas. Le problème, l'enjeu qu'on a, c'est que le transfert, il y a différents types de transferts. Le transfert de contenu, c'est un transfert où, en fait, on va entraîner une tâche et là, on va s'attendre à ce que ça va améliorer une autre tâche. Et on va parler de transfert proximal quand la tâche entraînée et la tâche sur laquelle on regarde le transfert sont assez proches. Puis plus les deux tâches s'éloignent, et plus on va parler de transfert distal. Et finalement, c'est sûr que si les tâches sont très, très différentes, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait de transfert. Donc, il y a une logique au transfert. On ne s'attend pas à ce qu'un entraînement de mémoire de travail ait un impact sur n'importe quelle tâche cognitive. L'entraînement devrait avoir un impact sur les tâches cognitives qui nécessitent le processus fondamental qui a été amélioré. Ça, c'est les transferts de contenu. Et les transferts de contenu, c'est très difficile d'en observer. Je vous donne un exemple ici d'une étude qui a été faite par Arnaud Beaujus, plusieurs étudiants à moi à l'Institut de gériatrie, Louis Bérère aussi, donc avec un entraînement en mémoire de travail, mise à jour, inhibition, une belle condition contrôle, superbe étude. Et un effet très clair sur les mesures qui ont été entraînées, c'est-à-dire que les gens qui ont été entraînés en mise à jour amélioraient leur performance. Les gens qui ont été entraînés en inhibition amélioraient leur performance, mais aucun transfert. On se disait, ça va transférer sur des tâches complexes de mémoire de travail, etc. Pas du tout. Déception. Et ça rejoint un peu cette critique très forte du groupe de Daniel Simon et Neil Charness et tous ces grands chercheurs qui nous disent, attention, on a un gros problème parce que nos interventions ne transfèrent pas. Et ça, c'est un enjeu. Et c'est effectivement un enjeu. Par contre, le transfert de contenu, c'est un transfert intéressant quand on a une intervention qui est axée sur le processus. Parce que quand on a une intervention qui est axée sur le processus, ce qu'on pense, c'est qu'on entraîne quelque chose, un mécanisme cognitif fondamental, et donc, ça devrait aller se transférer dans les autres tâches qui nécessitent ce processus-là. Mais quand on a un entraînement par stratégie, ce qu'on veut, c'est que la personne utilise ces stratégies. C'est ça qu'on veut, qu'elle les utilise dans la vie de tous les jours. Donc, ce qu'on veut vraiment, c'est ce que moi j'appelle un transfert de contexte. C'est-à-dire que la personne va utiliser ces stratégies dans un contexte réel. On peut aussi s'intéresser au transfert clinique parce que si on pense qu'on a changé le cerveau, qu'on a augmenté la réserve, on peut aussi vouloir savoir est-ce que la personne a décliné moins, par exemple, c'est le trouble cognitif léger. Donc, nous, c'est vraiment ce type de transfert qui va nous intéresser. Bon. Et aussi, ce qui est très important, si on s'intéresse au transfert dans un contexte d'intervention stratégique, c'est qu'on va enseigner aux participants comment adapter leurs compétences aux demandes des tâches non pratiquées. On ne va pas juste se dire, je vais espérer que la personne, magiquement, va transférer puis va apprendre comment l'utiliser dans différents contextes. On va vraiment enseigner à la personne comment adapter ses stratégies de mémoire à différents contextes. Donc, ces approches, par exemple, de Kliegl, de Bottiroli, c'est une approche qu'on a utilisée aussi nous, c'est-à-dire qu'on va vraiment, si on veut, prendre le transfert à bras-le-corps et dire, on travaille sur le transfert. On n'espère pas quelque chose de magique, on va travailler sur le transfert.
Alors, qu'est-ce qu'il y en est de l'étude MEMO? Est-ce qu'on a observé un transfert? Ben, oui, puis non. Dans l'étude MEMO que je vous ai décrite tout à l'heure, on a examiné est-ce que les gens utilisent leur stratégie dans la vie de tous les jours? La réponse est oui. Ils utilisent les stratégies dans la vie de tous les jours. Vous l'avez ici à gauche, après l'intervention et 6 mois plus tard. Par contre, il n'y a pas d'impact au niveau des activités complexes de vie de tous les jours et il n'y a pas vraiment non plus de diminution de la plainte au niveau de la mémoire auto-rapportée. Donc, ça marche, ils utilisent, mais on aurait peut-être voulu que ça aille un petit peu plus loin. Ça, c'est une revue de littérature de Chandler sur le transfert aussi, qui montre qu'en fait, les interventions cognitives peuvent avoir un impact assez intéressant sur la métacognition. Ici, ils ont, dans cette revue de littérature, observé un impact sur la vie de tous les jours, un impact aussi sur le mood, sur le sentiment de bien-être, mais pas sur la qualité de vie. Donc, on voit quand même qu'il y a, quand on regarde l'ensemble de la littérature, il y a des indications de transfert quand on regarde dans la vie de tous les jours l'impact de ces interventions dans la vie de tous les jours. Et ce qui est important aussi de souligner, c'est que le transfert peut prendre du temps avant de pouvoir être observé. Ça, c'est l'étude active que je vous ai montrée tout à l'heure. Plus de 2800 personnes âgées qui ont été entraînées. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au tout début, quand ils ont regardé après 2 ans, après 3 ans, ils n'ont pas vraiment observé d'impact positif dans la vie de tous les jours chez ces gens-là, avec des mesures vous mesurez la difficulté à réaliser les activités de vie de tous les jours complexes. Mais au fur et à mesure que les gens commençaient à perdre leur capacité, c'est là que le groupe entraîné s'est dissocié du groupe non entraîné. Ici, vous avez le groupe non entraîné. Et on voit que l'impact positif, il ne va pas nécessairement se manifester tout de suite. Il peut y avoir une espèce d'effet à retardement. D'où l'importance parfois de faire des suivis. Peux-tu me rappeler le délai entre les 2 derniers points? 10 ans, 5 ans, 10 ans. 10 ans. Impressionnant quand même. Nous, on a regardé 5 ans plus tard et regardez ici. Alors ici, on a des affaires bizarres sur les activités de vie de tous les jours, des affaires encore plus bizarres sur les stratégies parce que les gens, tout le monde a l'air, ça c'est sur les stratégies. Tous les groupes ont l'air d'améliorer leur registre de stratégie. Donc, c'est comme si le fait d'avoir participé à notre intervention, tout à coup, ils s'intéressent aux stratégies. Mais ce qui nous a pas mal excités, là, c'est l'effet sur le MoCA. C'est-à-dire que notre groupe intervention n'a absolument aucune perte sur le MoCA, alors que les 2 autres groupes ont décliné. Donc, peut-être que là, ça reste un peu à comprendre ce qui se passe, mais on a été très excités de voir ça sur le MoCA. Juste un mot maintenant pour la réadaptation, parce qu'évidemment, quand on s'intéresse au transfert, on peut se dire, ouais, mais si tu veux faire du transfert, il faut peut-être que tu travailles sur des activités significatives pour les personnes au lieu de donner une boîte à outils. Nous, on donne une boîte à outils parce que c'est des personnes âgées normales ou avec un trouble cognitif léger, donc sont en mesure après de l'appliquer dans différentes stratégies. Mais c'est vrai que dans le cas de démence, on va plutôt avoir une approche de réadaptation. C'est-à-dire qu'on va identifier une activité significative ou qui pose problème. Ici, c'est le travail de Stéphane Adam, Martial van der Linden, ça date, là, mais c'est quand même une belle étude. Une des premières études aussi, avec une étude de cas où on a identifié que pour cette dame-là particulière, faire du tricot, c'était important. Elle n'avait plus de capacité cognitive pour le faire. Et donc, ils ont tout adapté, une façon de l'aider à faire un chandail comme ça, en tenant compte de ses capacités résiduelles. Et ça a eu un impact bénéfique incroyable sur la personne et sur son entourage. Donc, on peut avoir une approche qui est un petit peu plus individualisée en utilisant des activités significatives qui perturbent le patient dans des phases un peu plus avancées de la maladie. Oui, bon, ça, je vais passer peut-être. Alors, conclusion quant aux effets comportementaux. Alors, on a vu quand même que les personnes âgées et les personnes avec troubles cognitifs légers bénéficient d'un entraînement cognitif qui est basé sur les stratégies, qui cible la mémoire, l'attention. On voit que l'amélioration est supérieure à celle d'un contrôle actif. On voit que c'est durable.
en fait, la dose est relativement faible. Donc, ce n'est pas démesurer le type de dose qu'on doit donner à ces gens-là pour avoir un effet. Il y a des preuves de transfert tant contextuelles que cliniques. Alors, dans la dernière partie, je voulais un petit peu, ou l'avant-dernière, parler des effets sur le cerveau, parce que c'est quand même une partie importante de notre travail dans le laboratoire. Pourquoi c'est intéressant d'aller voir l'effet de ces interventions sur le cerveau? Bien, évidemment, parce que ça peut nous aider à sélectionner ou à construire des bonnes interventions. Est-ce qu'on veut, par exemple, rétablir des régions déficientes ou est-ce qu'on veut s'appuyer sur les régions non altérées? Et à ce moment-là, il faut comprendre ce que l'intervention fait au niveau du cerveau si on veut avoir une approche qui est éclairée sur le plan neurobiologique. On peut aussi vouloir savoir si des différences cérébrales vont prédire, par exemple, le bénéfice des interventions, mais grosso modo, contribuer au modèle neurobiologique de l'entraînement, au modèle de plasticité et de réserve. Ça, c'est juste pour vous dire, ceux qui s'intéressent à l'imagerie structurelle, qu'il y a quand même des études. Ça, c'est les deux groupes. C'est le groupe de Engvid, qui fait quand même du très bon travail et qui montre des effets sur la structure cérébrale suite à des interventions ici de mémoire. Et à la fois sur la microstructure de la substance blanche, mais aussi sur l'épaisseur corticale. Donc, il y a l'air d'avoir des effets tangibles au niveau structurel. Nous, on s'est intéressé aux activations fonctionnelles, c'est ce qui nous intéresse parce que ça nous donne des informations sur les mécanismes. Ça, c'est l'étude de mémo, donc c'est les interventions en mémoire stratégique. Et notre hypothèse, c'était que des interventions stratégiques comme ça, on enseigne une nouvelle façon de mémoriser, ça devrait amener de nouvelles activations dans des régions qui sont impliquées avec les stratégies apprises. Donc, il devrait y avoir une certaine logique sur le plan des changements d'activation en lien avec ce qu'on pense que l'ingrédient actif de nos interventions. Effectivement, c'est ce qu'on trouve, c'est-à-dire que suite à l'intervention, vous avez ici les changements, donc c'est le post moins le pré, sur les activations en mémoire. Et ce qu'on observe essentiellement, c'est soit des activations de nouvelles régions, donc des régions qui sont impliquées, par exemple, dans la mémoire procédurale, mais aussi des régions impliquées dans l'imagerie mentale, ce qui fait du sens parce que ces gens-là apprennent des nouvelles stratégies et sont surtout des stratégies d'imagerie mentale, mais aussi des nouvelles activations au niveau frontal. Et il y a aussi des activations accrues, c'est-à-dire des régions qui étaient déjà activées avant l'intervention et qui semblent plus activées. Ce sont des régions qui sont impliquées un peu plus dans plus dans le traitement sémantique. Donc, on voit que les changements d'activation font beaucoup de sens avec le mécanisme l'ingrédient actif de nos interventions. Ici, ce sont les activations associées à la priorité attentionnelle, donc l'entraînement en priorité attentionnelle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et essentiellement, ce qu'on observe, c'est des nouvelles activations dans l'aire préfrontale 10. L'aire préfrontale 10, dans le modèle de STA, c'est une aire qui est impliquée au niveau métacognitif, au niveau du multitâche. Donc, c'est encore une fois, ce qu'on observe, c'est une région qui va venir jouer un rôle nouveau dans l'attention divisée, probablement un rôle de contrôle de métacognition. Alors, terminer la partie neuroimagerie sur la réserve cognitive, on s'est intéressé de savoir si les interventions, c'est la même chose que la réserve. Donc, peut-être la réserve, juste vous rappeler ce que c'est. C'est un construit théorique, si on veut, qui a été proposé pour expliquer pourquoi il n'y a pas vraiment une relation parfaite entre les changements neurostructuraux qu'on observe avec l'âge et la cognition. On ne peut pas prédire parfaitement la cognition sur la base de ce qui se passe dans le cerveau. Et l'hypothèse, c'est qu'il y a des processus qui vont modifier la relation entre la structure et la cognition. Et ces processus, ce serait la réserve.
entre autres, notamment. Et on va proposer 2 types de processus qui vont modifier cette relation. D'abord, la réserve, effectivement. Donc, l'âge a un effet sur la structure, sur le cerveau, qui a un effet sur la fonction, mais ici, la réserve va venir modérer, modifier la relation entre la structure et le cerveau. On pense aussi qu'il y a des effets qui sont plus liés à ce qu'on appelle le maintien cérébral. Et ça c'est pour dire que l'âge a un effet sur la pathologie, a un effet sur la structure, mais il y aurait aussi des processus qui permettraient de réduire l'effet de l'âge sur la structure et sur les pathologies cérébrales. Donc, nous, par rapport ça, c'est un modèle auquel beaucoup s'intéressent. Ce qui nous a intéressés dans le contexte de l'intervention, c'est est-ce qu'on est capable de produire des effets, des changements cérébraux qui sont similaires à ceux qui caractérisent les personnes avec une grande réserve? C'est-à-dire, est-ce qu'on va, avec les interventions cognitives, réduire, par exemple, les différences entre les gens qui ont une basse éducation et qui ont une haute éducation? Est-ce qu'on va remettre un cerveau qui est plus proche chez les bas éduqués de ceux des hauts éduqués? OK? Alors, ouais. Donc, est-ce qu'on est capable, avec les interventions, de venir agir sur la réserve cognitive? On a fait ça en deux articles. Il y a 2 articles, mais en plusieurs temps. Là, mais mon premier article s'est intéressé à savoir quels sont les corrélats neurobiologiques ou neurofonctionnels de la réserve. Ici, ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on est allé voir quelles sont les activations fonctionnelles qui sont associées à des proxys de réserve. Hein. La réserve, c'est un construit théorique. On va utiliser des proxys, comme par exemple l'éducation, être stimulé intellectuellement, avoir fait de la musique, être bilingue, etc. Ça, c'est des proxys de réserve. Ce n'est pas la réserve. Ça nous approxime, la réserve. La réserve, c'est un construit neurobiologique. Hein. Il y a quelque chose dans le cerveau qui fait qu'on se protège des effets des changements structurels ou des pathologies cérébrales. Donc, on a d'abord observé que l'activation temporale droite était associée à ces proxys de réserve. Les gens qui avaient plus de proxys de réserve avaient plus d'activation au niveau temporal droit quand ils faisaient des tâches de mémoire. Donc, ils avaient un cerveau plus actif, en quelque sorte. Et ensuite, dans une deuxième étape, on a été voir si cette activation pouvait modérer l'effet néfaste de l'hippocampe, de l'atrophie hippocampique sur la mémoire associative. Donc, on sait que la mémoire associative est corrélée avec le volume hippocampique, et c'est effectivement ce qu'on trouve quand on regarde tout le groupe. Mais quand on regarde ceux qui avaient beaucoup d'activation, on ne trouve plus cette relation entre le volume hippocampique et la mémoire associative. C'est-à-dire même s'ils avaient un faible volume hippocampique, leur mémoire associative était bonne. Alors que chez ceux qui avaient une basse activation, il y avait une relation très forte entre le volume hippocampique et la mémoire associative. Donc, cet effet de modération nous indique que l'activation temporale peut jouer contribue à la réserve, est un des substrats de la réserve. Le fait d'avoir une grande réserve a l'air associé au fait d'aller activer davantage les régions qui sont impliquées dans le réseau de la mémoire. OK? Et ça va protéger l'individu de l'atrophie hippocampique. Alors, dans un deuxième temps, on s'est demandé, est-ce que cette activation temporale, elle peut être modulée par l'entraînement cognitif? C'est-à-dire que, et donc là, c'est avec un autre groupe indépendant, des personnes avec une plainte subjective. On a observé avant l'intervention qu'effectivement, en rouge ici, ceux qui ont une haute éducation, en bleu, ceux qui ont une basse éducation. Donc, avant l'intervention, les gens avec une basse éducation recrutent moins cette région temporale. Et ça réplique, si on veut, notre étude précédente. Mais ce qui nous a intéressés, c'est qu'avec l'intervention, il y a une augmentation de cette activité temporale chez les gens avec une basse éducation. Effet étrange chez ceux qui ont une haute éducation parce qu'on voit qu'ils déclinent, là, ils décroissent leur activation au niveau temporal et ça, on peut en parler tout à l'heure s'il y a des questions là-dessus. Mais en tout cas, ce qui nous a intéressés, c'est que
grande différence entre les gens avec basse et haute éducation, elle était considérablement réduite après l'entraînement cognitif, ce qui donne à penser que la réserve ou l'intervention venait agir de la même façon que l'éducation ou les proxys de réserve, en augmentant le recrutement temporal et en réduisant la relation, l'impact négatif de l'hippocampe sur la mémoire. Alors, finalement, cette étude-là sur la réserve nous indique que peut-être l'entraînement cognitif favorise des mécanismes qui sont similaires à ceux qui sont associés à la réserve cognitive ou au proxy de réserve, comme l'éducation qui a lieu, ou le fait d'avoir eu des métiers stimulants. Avec toutes les mises en garde, évidemment, qu'il faut mettre avec ce type de données, hein, c'est une similarité phénomène, c'est une similarité. On doit être un petit peu méfiant ici, là. On a des phénomènes qui ont l'air similaires. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est exactement les mêmes phénomènes. C'est des interventions très courtes, etc. Mais en tout cas, ça nous dit que ces interventions sont peut-être des modèles intéressants, expérimentaux pour aller explorer la réserve. Alors, pour finir, je voudrais juste très rapidement parler de comment on amène ces interventions vers l'utilisateur. Moi, je suis vieille, j'ai même été professeure pour les élèves, mais ça fait longtemps que je suis dans le métier, puis je suis toujours un peu déçue de l'impact de nos découvertes dans la vraie vie. Alors, je ne sais pas si c'est la même chose en autisme ou dans vos... Mais c'est décevant. Et ça, j'en fais vraiment, c'est vraiment un objectif très, très fort de des années futures. Je veux vraiment qu'on ait un peu plus d'impact vers l'utilisateur. Alors, comment on peut faire ça? Bon, évidemment, je pense qu'il faut s'intéresser aux technologies pour améliorer l'accès. Hein. On sait que les aînés sont de plus en plus technophiles. Et ça, la COVID a eu un effet qui est vraiment super à ce niveau-là. Ça a été très négatif pour plein de choses. Mais au moins, les aînés se sont mis à avoir un iPad, puis ils ont été connectés avec leur Internet, puis tout ça, parce que sinon, ils étaient totalement isolés. Et Joël a montré des grands changements au niveau de l'utilisation des technologies chez les aînés après la pandémie. Donc, ça, c'est bien. On peut peut-être utiliser la technologie pour améliorer l'accès à des interventions. Ça, c'est un exemple d'un travail qu'on a fait avec une équipe de Belgique, une équipe de Suisse. Ici, on a programmé l'exercice physique avec de l'entraînement cognitif sur tablette. On a fait un jeu vidéo. Ça, c'est un jeu vidéo en priorité variable. Là. Ça, c'est plate à faire. Hein. Mais ça, là, c'est super le fun. Là, je peux vous dire, moi, j'ai été... Oh, non, ça ne marche pas. Zut. En tout cas, j'ai été... Ici, là, c'est qu'on se balade avec une petite moto, puis on doit détecter des cibles en même temps qu'on détecte des voitures. C'est vraiment le fun. J'étais dépendante de ça là, pendant quelques temps. Et puis, on doit, comme vous voyez ici, on doit moduler notre attention. Vous voyez ici, c'est 50-50. À d'autres moments, ça va être 80-20. Donc, on a gamifié, on a ludifié cet entraînement plate dans un jeu vidéo. Puis, vraiment, on est en train de travailler un peu là-dessus. Mais ce qu'on a trouvé chez 120 personnes robustes et fragiles et préfragiles, c'est que ce sont des entraînements qui ont été très favorables pour les préfragiles. Donc, les gens qui sont un petit peu plus à risque. On sait qu'ils vont peut-être avoir des difficultés dans les années prochaines. À la fois sur la cognition, sur la vitesse de traitement, ce sont des entraînements qui ont été très favorables. Une autre chose qu'on a fait aussi, c'est de rendre notre programme mémo, en faire une version web. Donc aussi, c'est pareil, les gens vont entendre une espèce de thérapeute qui va leur donner tout un tas d'informations. Donc ça, c'est assez bien aussi. Avec notamment Véronique qui est là, puis Arnaud Bouger, on a aussi beaucoup travaillé sur la virtualisation. Donc là, ici, vous voyez, ça, c'est un appartement réel au centre de recherche, un appartement expérimental. Et Arnaud l'a littéralement virtualisé. On a fait une version virtuelle. Ici, pour entraîner en fait, il est là-dedans, là, hein, il est dans cette pièce vide-là, mais ce qu'il voit, c'est l'appartement réel. Et il va faire un entraînement attentionnel sur préparer beaucoup de tasses à café pour tous ses nombreux amis.
tout en allant chercher les courses qui manquent. Puis donc, on va faire de l'entraînement attentionnel là-dessus. Puis après, ça nous permet d'aller tester dans la vie réelle l'effet, dans l'appartement réel, l'effet de ce type d'intervention. Je peux vous dire, les personnes âgées adorent ça. Hein, Véronique travaille sur l'usabilité. Ils adorent ça, puis ils sont bien fiers de aussi en parler à leurs petits-enfants. Donc, la technologie, c'est le fun pour tout le monde. Hein? Bon. Mais il y a d'autres gens qui ont cette expérience aussi. Avec plusieurs aussi chercheurs au Canada, on s'est intéressé à comment on peut informer les aînés sur les facteurs de risque et de protection. Vous voyez ici tous les facteurs qui vont nous intéresser. Ça, c'est une plateforme informatisée aussi où les gens vont avoir tout un tas d'informations sur les facteurs de risque, nutrition, activité physique, vision, audition, etc. Avec, évidemment, il faut comprendre que c'est le fun, mais faire attention, hein, parce que les entraînements par ordinateur, il n'y a pas d'interaction sociale. Les gens vont avoir tendance à abandonner beaucoup dans cette étude-là de Corbett et collaborateurs, 6 000 personnes, 74% d'abandon après 3 et 6 mois. Ça, c'était un entraînement de jeux vidéo, là, de jeux sérieux. Il y a un problème. Donc, le programme informatique, c'est le fun, ce n'est pas nécessairement la panacée. Et avec Kim, entre autres, qui est là aussi, et d'autres chercheurs, on s'est intéressé beaucoup à des approches plus ludiques, et en particulier la musique. Ça, c'est le programme Engage. Ici, c'est un programme d'intervention où on a mémo, on a de l'entraînement attentionnel, donc ça, c'est nos entraînements formels, mais on va aussi donner des activités de loisirs aux personnes qui sont dans ces interventions-là, soit apprendre la musique, apprendre l'espagnol. Pourquoi? Pour rendre l'intervention plus agréable, plus motivante, que les gens y restent. Alors ça, on est en train d'analyser les données. C'est chez 144 personnes âgées avec un trouble cognitif léger ou une plainte subjective. Donc, j'ai hâte de vous présenter ça à un autre moment. Alors, juste pour peut-être finir sur cette dernière partie, je vous disais, c'est important pour moi d'essayer de voir comment on peut amener ça dans la vraie vie. Puis, je pense qu'une approche qui est très intéressante, c'est ce qu'on appelle la science de la mise en œuvre. La science de la mise en œuvre, c'est une science c'est implementation science, vous connaissez ça en anglais, hein, certainement. C'est une science qui ne va pas s'intéresser à bien développer des belles interventions, ni même à développer leur efficacité, ni même à s'assurer que dans un contexte réel, les interventions marchent. Non, ce qu'elle veut, ce type d'approche, c'est de savoir pourquoi, qu'est-ce qui fait que les gens vont s'approprier ces interventions. Autant les personnes âgées que les cliniciens. Qu'est-ce qui fait que vous, comme clinicien, vous allez avoir envie d'utiliser Puis pourquoi des fois ça ne marche pas? Pourquoi vous ne le faites pas? Sachant que 50% des innovations n'arrivent jamais dans le milieu pratique clinique. Donc, il faut vraiment s'attaquer à ça. Donc, ça, c'est quelque chose que je veux faire. Alors, pour conclure, j'espère vous avoir convaincu que l'intervention, c'est wow, super, ça marche, ça améliore la cognition. Il y a quand même des transferts, même s'il y a beaucoup encore à faire pour améliorer ça. Puis l'effet est observé chez les âgés en bonne santé, mais aussi chez des personnes qui sont comme plus à risque, les gens avec troubles cognitifs légers, les gens préfragiles, les gens avec démence, pour peu qu'on adapte l'approche. L'effet est durable. La dose requise est relativement faible et on observe des changements neurofonctionnels qui sont cohérents avec l'ingrédient actif qu'on a mis dans nos interventions et ça, c'est bien. Ça contribue au modèle mécanistique puis au modèle de réserve. Bien comprendre c'est quoi le lien entre la stimulation qui a lieu tout au long de la vie et la stimulation qu'on donne dans une intervention à très court terme. Mais évidemment, que j'ai fini en disant qu'il faut s'intéresser à la mise en œuvre et à la mise à l'échelle. Comment on peut amener ça? Et voilà, ça, je termine avec mes remerciements, mes organismes subventionnaires, mais aussi toute mon équipe, là, dont plusieurs sont ici aujourd'hui. Merci.